On passe de la maîtrise d'ouvrage, des bureaux d'études, au matériel qui équipe les bâtiments et les systèmes. Donc on va passer donc à Monsieur Frisquet et Monsieur Houin. Jean-Paul Houin est le délégué général du NIC Climat et François Frisquet est directeur général et fils du fondateur de la société Frisquet, je suppose. C'est pas petit-fils, c'est fils. L'entreprise a été créée en 1936. Et donc là, on va rentrer dans l'industrie des équipements et des équipements de production de chaleur notamment. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui sur ces systèmes et vers où on va dans les 10 ans qui viennent? On ne va pas aller trop loin, parce que 2050, je suis sûr que vous n'auriez pas de réponse à m'apporter. Merci Joël. Alors bonjour d'abord à tous. Alors Uniclimat, j'insiste toujours là-dessus, ce sont les industriels fabricants des équipements du génie climatique. On a de tout là-dedans, des chaudières, du radiateur, des pompes à chaleur, du solaire thermique, de la climatisation, de la ventilation. En fait, l'ensemble du génie climatique, nous représentons tous ces métiers-là, sauf le chauffage électrique direct, que ce soit convecteur ou chauffe-eau. Voilà. Et j'insiste là-dessus également, c'est un métier extrêmement français d'un point de vue industriel. Ça, c'est fondamental. Sur les adhérents d'Uniclimat, c'est 22 000 salariés en France, dont 13 000 emplois industriels. Et j'ai fait venir un prototype pour m'accompagner aujourd'hui, à savoir François Frisquet, qui est français, qui fabrique en France, 100% du capital est français. Et on peut parfaitement faire de l'industrie en France. Nous essayons de le démontrer tous les jours. Voilà. Alors, en tant qu'industriel, il y a 2-3 ans, on s'est rapproché d'un énergéticien célèbre, on va les nommer, c'est GDF Suez, pour voir s'il serait possible de travailler à une sorte de roadmap technologique pour voir comment tout ça va déboucher. Et on n'a pas été prétentieux parce qu'on s'est dit on va essayer de raisonner jusqu'à 2020. 2050, là, il faudrait faire venir Madame Irma. Ça ne va pas le faire. Donc, on va faire dans le concret. On va prendre les équipements. On va voir comment ça tourne. Et on a travaillé d'une part sur le résidentiel neuf et d'autre part sur le tertiaire aussi. Alors, cette roadmap technologique que nous avons essayé de développer avec GDF Suez, son objectif, c'était toute énergie, j'insiste là-dessus, toute utilisation. Et là, aujourd'hui, on fait un focus sur le résidentiel. Pour les fabricants, pourquoi est-ce que c'est important de se préoccuper de ça? Eh bien, ça, c'est très simple. Les industriels, ils ne peuvent pas investir dans des chaînes de fabrication s'ils ne savent pas un tout petit peu où ils vont. Or, comme en gros, quand on part d'une feuille blanche, qu'on se dit, tiens, je vais me mettre sur tel métier, on fait de la conception, on fait du développement, on met en fabrication, on a des pré-séries, ensuite on commence à fabriquer, ensuite il faut arriver à le vendre, le produit, et il faut qu'il arrive jusqu'à l'installateur qui va être capable de l'installer. Ça, sur quelque chose qui est simple, c'est 3 ans minimum, et sur quelque chose qui est un peu compliqué, c'est 5. Donc si sur la période, il y a des changements imprévus, on est, en tant qu'industriel, dans la difficulté. D'où la nécessité d'essayer de prévoir un peu où on va. Bien évidemment, on informe la filière de ce qui est prévisible, comme ça la filière peut se préparer. Les usagers, ils sont quand même intéressés parce que les gens regardent, on le constate de plus en plus sur les sites internet des fabricants. Et puis on essaye aussi de déployer cette roadmap technologique vers les pouvoirs publics pour essayer de les prévenir et aussi de prévenir certaines difficultés qui se produisent régulièrement. Je vais prendre un exemple. Par exemple, le crédit d'impôt développement durable. Vous avez bien compris, nous, on travaille à 5 ans. Le crédit d'impôt développement durable qui soutient les équipements, qui soutient la rénovation en France, il change tous les ans, voire tous les 6 mois. Vous voyez le problème, déjà, voilà, une belle difficulté. Donc, si on peut déployer un peu cette roadmap technologique vers les pouvoirs publics, ça peut être utile. Alors, on a un contexte réglementaire qui est très très lourd. Et pour les industriels, c'est abominablement compliqué. On a un contexte réglementaire français, il a été largement évoqué. On a un contexte réglementaire européen qui est encore beaucoup plus structurant pour l'industrie. Et ça, j'insiste là-dessus. On a une réglementation thermique, nous, très bien, il faut qu'il y en ait une. Il ne faut pas que ça change trop et trop souvent, parce que de toute manière,
Comme je le précisais, je suis docteur en droit, donc je connais un peu la mécanique de mise en place d'un texte. Je vous rappelle, la première année, on essaye de comprendre ce qui a été écrit. La deuxième année, on commence à l'appliquer. La troisième année, on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas. La quatrième année, on commence à avoir des procès. Et en fait, ça arrive à la Cour de cassation dans les 8 ou 10 ans. C'est ça le rythme normal du droit. Si entre-temps, on a changé 2 fois la réglementation, il y a un problème. Voilà, ça, c'est une remarque personnelle. Alors ensuite, la réglementation européenne, elle est bien plus structurante. Pour nos équipements, c'est bien évidemment la directive qui est sortie, qui est l'éco-design, qui va concerner tous les energy-related products, dont nos équipements. Et ça, c'est quelque chose qui va imposer des minima de performance à tous les équipements. On fait des lots, puis on tasse les produits dans les lots. Il y a un lot générateur de chaleur, un lot eau chaude sanitaire, un lot ventilation, un lot climatisation, etc. Et ça va imposer des minima de performance. Et un produit qui ne remplit pas le minima de performance, il est simplement exclu du marché, interdit à la vente. Interdit à la vente. Donc ça sera très structurant, encore beaucoup plus que la réglementation thermique. Ensuite, bien évidemment, on l'a signalé, ça a déjà beaucoup été évoqué, donc je vais essayer d'aller rapidement. Les évolutions sociétales, eh bien, effectivement, les besoins d'énergie ont complètement changé dans les bâtiments. Ce qu'on appelle l'électricité spécifique a pris une importance considérable. Et on va le voir sur le slide suivant, qu'à titre personnel, j'aime beaucoup. C'est fait à partir des études qui ont été développées avec GDF Suez. On a fait un parallèle, enfin, on a essayé d'estimer les parts de chacune des besoins dans la consommation du bâtiment. Alors on est parti d'un parc résidentiel ancien, BBC Rénovation, RT 2012-9, et on a essayé d'imaginer ce que serait une RT 2020 dans le neuf. Alors on voit bien évidemment, d'ailleurs je pense qu'on a été optimiste sur le fait que le jaune qui est tout au bout, là, c'est l'électricité spécifique, et on a imaginé que ça pourrait baisser. Donc on a été très gentil avec tous les équipements type informatique, télévision, électroménager, etc. On s'est dit ils vont faire des performances, donc ils vont diminuer. Mais à titre personnel, je n'y crois pas. On a également imaginé qu'il serait possible de réduire le pavé rouge qui correspond à l'eau chaude sanitaire. Ça serait vraiment une révolution aussi, puisqu'il faut savoir que sur les 20 ou 25 dernières années, la consommation d'eau chaude sanitaire par tête d'habitant augmente de 2% tous les ans. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs, c'est une excellente nouvelle, puisque ça veut dire que les gens se lavent maintenant, qu'ils ne se lavaient pas par le passé, donc ça c'est très bien. Et puis même c'est recommandé par le ministère de la Santé qui vous dit faut se laver, il faut laver les mains, après, etc. Donc c'est une excellente nouvelle pour la santé, mais je me demande même sur la consommation d'eau chaude sanitaire, si on n'est pas un petit peu optimiste. Mais ça montre le bouleversement total dans les équilibres. Et ça me permet aussi de poser une question un petit peu satanique aujourd'hui, parce qu'on a le droit de faire un petit peu de provocation. Est-ce que par hasard, en faisant un focus sur la réglementation thermique sans s'occuper de l'électricité spécifique et des usages spécifiques, on ne se gourre pas de combat, puisque très très rapidement, le seul vrai problème qui va rester, c'est les usages spécifiques. Mais ça, c'est une remarque comme ça que je me permets au passage. Alors, de toute manière, pour les industriels, les systèmes énergétiques doivent s'adapter à cette évolution. Alors, là, bien évidemment, il y a des facteurs clés qui rentrent au départ. Il y a des éléments clés, ensuite il y a les conditions de succès. Alors, les éléments clés, eh bien d'abord, c'est les besoins du logement. On l'a vu, ça change complètement. Donc là, c'est un bouleversement, il faut l'intégrer dans tous les raisonnements sur ces sujets-là. Il y a également une nécessité impérieuse, tout ça, ça nous arrive, c'est imposé, de réduction des consommations d'énergie. Alors ça ne nous fait pas peur. Un collègue délégué général d'un autre syndicat me dit « J'ai les premiers comptes rendus sur l'efficacité énergétique des équipements ». Il est de 1976 dans son syndicat professionnel. C'était juste après le premier choc pétrolier. Donc, si vous voulez, l'efficacité énergétique des équipements, pour nous, c'est quelque chose de structurel. Alors, avant, c'était pour faire des économies, c'était la chasse au gaspillage. Je parle pour les plus anciens. Maintenant, c'est pour sauver le climat, mais au niveau industriel, c'est la même chose. Il faut réduire les consommations des équipements, donc ça, on sait faire.
Il y a un besoin de confort élevé au niveau des particuliers. Et ça, c'est très important sur nos équipements. Nos équipements sont anxiogènes. Les gens ont peur. Ont peur que ça tombe en panne, que ça ne marche pas, que ce soit difficile, etc. Donc il faut les calmer, il faut les rassurer, il faut que ce soit bien expliqué, bonne information. C'est ce que j'appelle la thalasso des neurones. Il ne faut pas qu'ils aient de problèmes avec les équipements. Donc ça, c'est très important aussi. Et ça nous est également imposé. Ça ne changera pas, ça va même probablement s'aggraver. Autre point qui nous tombe un peu dessus, puis alors là, vraiment, on n'est pas dans la bonne cour là-dessus, c'est le mix énergétique. Bon, bah, comment est-ce qu'il va évoluer? On n'en sait rien. On en tiendra compte, on saura s'adapter. Alors, en face de ça, il y a les conditions du succès. Bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord pas que ça soit trop cher. Ça, c'est un premier problème. Mais plus on ira vers des... Il y a quand même une tendance à la complexification des équipements, à une approche système. Donc, forcément, on aura des problèmes de coûts. Déjà, de coûts d'investissement. Et on a aussi des coûts de maintenance. Ça a été dit à plusieurs reprises. Je suis ravi que ce soit été dit à plusieurs reprises parce que ça va devenir maintenant une obligation. Autrefois, le système de chauffage, il était soit au sous-sol, soit dans le garage et on ne s'en occupait pas. Si c'était une chaudière, les convecteurs électriques qui fonctionnaient, c'était pas grave, on ne savait même pas enfin, voilà, on s'en occupait pas. Là, maintenant, il va falloir maintenir, il va falloir entretenir, ça sera très important. Autre point important. Et ça nous ramène à une vraie question qui a été posée tout à l'heure, peut-être un peu brutalement, mais qui était une vraie question quand même. C'est l'acceptabilité par le marché. Parce qu'il faut aussi que l'on fasse des choses qui sont acceptables par le marché. Ça, c'est un point fondamental. En tant que metteur en marché, Uniclimat tient des statistiques de vente. Eh bien, je peux vous dire qu'en ce moment, ce n'est pas très bon. Puis il y a surtout que nous, on voit très bien dans ce qui est vendu sur le marché en ce moment que ce qui se vend, c'est à minima, la rénovation ne se fait pas. Et quand on rénove, on fait le moins cher possible. Alors, bien sûr, il y a une crise terrible. Alors évidemment, on va en sortir de cette crise, c'est évident. Mais l'acceptabilité par le marché de ce que l'on propose dans la réglementation thermique, il faut très largement l'analyser. Mais si on arrive à faire tout ça, et je pense qu'on a les moyens de le faire, parce qu'on a les équipements, ça a été dit tout à l'heure, les équipements, on les connaît bien, il y a moyen de faire, mais il faut faire pas trop vite. Voilà. Et là, je vais passer la parole à François Frisquet pour la partie que je qualifierais plus technique, puisque François, lui, contrairement à moi, est ingénieur. Voilà. Bon alors, quelle est la place de l'industriel dans tout ça? C'est une place qui n'est pas évidente, parce que vous voyez que le contexte général est assez complexe. On l'a rappelé tout à l'heure avec les bureaux d'études. Mais on peut retenir pour l'industriel, je dirais, trois points majeurs. On lui demande de faire des produits de plus en plus performants. C'est-à-dire qu'il faut que le rendement des équipements s'améliore. Et quels que soient les industriels, aujourd'hui, c'est une préoccupation importante. La deuxième chose que nous avons en tête, c'est que le confort de l'utilisateur doit être aussi au centre de nos préoccupations. Et on voit que le comportement des utilisateurs, tel que l'a montré le bureau d'études tout à l'heure, eh bien, s'écarte parfois, je dirais, de ce qu'on a pu prévoir. Et puis, le troisième point important, c'est que dire aujourd'hui qu'une énergie prévaut sur une autre, c'est très difficile. Et l'industriel doit se préparer à la mixité des énergies. Ça, c'est fondamental. Alors, je vous donnerai un exemple, puisque c'est l'exemple, je vais prendre le mien, de la société Frisquet. Nous sommes un acteur important et expert, parce que c'est notre métier de base dans le domaine du gaz. Nous savons très bien, je dirais, faire des appareils performants utilisant le gaz, mais aussi, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, nous sommes ouverts sur les énergies renouvelables. Alors je dirais renouvelables passives, telles que le solaire thermique par exemple, énergies renouvelables autres telles que les pompes à chaleur, mais ce n'est pas limité. Et on voit que cette ouverture intègre les préoccupations du moment, c'est-à-dire être capable d'accueillir au sein de nos produits une certaine mixité. Et il faut des dispositifs qui permettent d'accueillir cette mixité.
et ce que j'appellerais la régulation système global d'une habitation. Alors, les industriels ont essayé, avec Gaz de France, de tracer un petit peu au niveau de la performance des produits, c'est-à-dire leur efficacité et je dirais, leur durée dans le temps sur différents produits. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, il est acté que les produits qui ont le moins bon rendement aujourd'hui sont ce qu'on peut appeler les radiateurs électriques directs, et la transition est en route. Les produits qui se trouvent un petit peu au-dessus, eh bien, je dirais, dans le domaine du gaz, c'est ce qu'on appelle les chaudières standards. Alors, c'est peut-être un peu barbare, avec les chaudières basse température. Donc ça, ce sont simplement des questions normatives qui déterminent le niveau de rendement des chaudières. Ensuite, nous avons les chaudières à condensation. Donc là, on va essayer d'extraire le maximum d'énergie contenue dans le gaz, pour réduire les pertes au maximum. C'est gaz et fuel. Gaz et fuel, oui, effectivement. Vous faites bien de me corriger, ça c'est ma déformation professionnelle, mon métier. Alors ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on pense que cette énergie a une certaine maturité, mais elle a encore un développement important à faire, dans le sens où vous avez pu constater tout à l'heure que les besoins en chauffage se réduisaient et les besoins, paradoxalement, en sanitaire augmentaient. Et donc, ces technologies vont devoir évoluer vers le fait de pouvoir faire moduler leur puissance d'une façon très importante. On parle aujourd'hui, les produits moyens, c'est de 1 à 4. On parle de 1 à 10 et pourquoi pas de 1 à 20. Ce qui concrètement permet de faire une chaudière pour le chauffage qui donne 1 kW et donc qui répond parfaitement aux préoccupations actuelles des bâtiments, et puis plutôt 25 kW pour faire l'eau chaude sanitaire, parce que les besoins sanitaires, c'est pas avec 1 kW qu'on va arriver à avoir du confort. La deuxième, je dirais, le deuxième saut, ce sont tout ce qu'on peut appeler les pompes à chaleur, alors quelle que soit, je dirais, leur technologie, qu'elles soient pompes à chaleur géothermique, sur l'air, à absorption. Bon, je dirais, je mettrais ça dans une autre frange. Et puis ensuite, un peu plus tardivement, les piles à combustible. Et puis tout ça, je dirais, le point important à retenir, c'est que ces produits ne vivent pas seuls. Il faut être capable de les faire vivre ensemble. Parce que, en fonction de la période de l'année, en fonction, je dirais, de l'énergie qui sera le moins chère à un moment donné, eh bien, l'enjeu va être de pouvoir assurer une transition, justement, à la fois énergétique, mais aussi saisonnière. C'est ce qu'il faut intégrer comme donnée. L'été, par exemple, il y a beaucoup de soleil. Eh bien, il faut être capable d'utiliser l'énergie solaire. L'hiver, c'est plus difficile. Alors, on peut avoir des produits solaires performants, mais c'est beaucoup plus délicat. Et donc, il faut être capable d'avoir le relais par d'autres types d'énergie. Et ça, c'est l'enjeu aujourd'hui des industriels. Alors, faire des produits qui soient capables, comme ça, de mixer les énergies et autres, il y a une difficulté, c'est que potentiellement, ça coûte cher. Alors, ça coûte cher dans le sens où, je dirais, on est paradoxalement au début de la mixité. Par contre, plus ces solutions seront développées, plus les coûts baisseront. Donc le challenge qui nous attend, c'est de faire en sorte que les industriels soient capables d'implanter à la fois dans le neuf et dans les marchés de rénovation des produits performants. Le deuxième élément important, c'est d'être capable de faire des offres clés en main. Pourquoi ? Parce que associer un produit A et un produit B, je dirais d'origine différente, eh bien, même s'ils sont performants de façon indépendante, ils seront rarement performants ensemble s'ils n'ont pas une cohérence.
Et cette cohérence, elle est, je dirais, intégrée parce nous on a traduit par la notion de packaging, parce que ça a deux impacts. Un impact de performance directe, c'est-à-dire la performance mesurée du produit lorsqu'on le met en service. Mais le deuxième élément, c'est que vous pouvez faire le meilleur produit au départ. S'il n'est pas entretenu dans des bonnes conditions, vous en ferez le pire des produits. Hein. Et donc la maintenance prend tout son sens parce que c'est un facteur déterminant d'exploitation. Et quand vous avez un produit qui est homogène et, comment dirais-je, intégré, là réellement, vous avez une performance globale. Alors, je vais vous présenter rapidement quel type de solution existe à l'heure actuelle sur le marché. Alors la première solution, c'est le couplage de deux énergies. Je dirais l'énergie fuel au gaz avec une chaudière condensation associée avec du solaire thermique. Voilà. Donc c'est des produits qui existent à l'heure actuelle. C'est des produits qui fonctionnent parfaitement. Et l'enjeu des industriels aujourd'hui sur ce type de produit, eh bien, c'est d'augmenter la plage de modulation. Le deuxième type de produit, je dirais, qui émergent, qui sont des solutions actuelles, qui au départ ont été des solutions, je dirais, dissociées. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient des chaudières et puis d'autres qui faisaient des pompes à chaleur. Eh bien, c'est d'essayer de rassembler ces deux technologies, pompe à chaleur et puis chaudière, dans un appareil tout en un. Hein. Alors ça, c'est ce que je peux appeler la notion de packaging. Hein. Et la troisième, je dirais, émergence produit, c'est ce qu'on peut appeler la production décentralisée électrique, hein, qui permet de produire de l'électricité et de récupérer la chaleur pour en faire du chauffage. Alors évidemment, ces solutions, telles que je vous les ai décrites, vont dans une progression, je dirais, de coûts. Hein, et les industriels sont très sensibles à ça. Et nous savons pertinemment que plus les solutions seront répandues, plus les coûts à terme baisseront. Et il nous faut effectivement un point important, c'est de pouvoir partager une vision de ce que sera l'avenir et de ne pas être sous l'influence perpétuelle des réglementations qui, une fois avantage telle énergie, une fois telle autre énergie. Je crois qu'il faut que tout le monde intègre aujourd'hui que la mixité des énergies est au rendez-vous et les industriels sont préparés et se préparent pour faire vivre de façon cohérente cette mixité des énergies. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation précise qui fixe l'état de l'art du marché des systèmes de production de chaleur. Alors, du marché actuel, mais du marché futur. Bon, les systèmes de micro-cogénération, c'est des systèmes qui sont très diffusés dans certains pays comme le Japon, par exemple, ou les États-Unis, qui ont soit des problèmes électriques, soit des problèmes de réseau. Et donc, la décentralisation de la production électrique est quelque chose qui a un vrai sens chez eux. Bon, c'est sûrement des produits qui s'inscriront dans les marchés dans l'avenir. Raphaël Font, Terme Presse. Donc d'un côté, on a des utilisateurs qui cherchent des systèmes les moins chers possibles. C'est la crise qui va sans doute durer encore. Et puis de l'autre, on a des systèmes qui vont coûter de plus en plus cher. Alors je voudrais savoir à quel horizon, du fait des économies d'échelle, vous espérez arriver à des produits donc innovants qui seraient au prix d'une chaudière standard, quoi. Donc là, on va revenir vers le financement de la transition énergétique. C'est le qui paye, qui aide et qui achète. Alors moi, je pourrais vous apporter un élément de réponse parce qu'on est obligé de regarder le coût de façon globale. C'est-à-dire se poser la question, mon investissement initial me coûte tant et je n'ai pas le budget pour, je pense que c'est une vision très réductrice. Parce qu'un produit, il n'est pas fait pour durer 2 ans, 5 ans. Un produit qui concerne les bâtiments, c'est des produits qui sont aujourd'hui faits pour durer 15 ans en moyenne. Bon. Et 15 ans, en fait, on s'aperçoit que si un produit est fiable, d'abord performant, ça veut dire qu'en termes de consommation, il va être économe.
S'il est robuste, c'est-à-dire que s'il est fiable, eh bien on va avoir des coûts de maintenance réduits. Hein, et ça, c'est un élément déterminant quand on regarde la vie globale d'une solution. Hein. C'est l'élément fondamental à prendre en compte. Alors, je donnerai un seul exemple concernant les chaudières à condensation, par exemple. Hein. Donc, la différence entre une chaudière, je dirais, standard d'il y a 15 ans et puis une chaudière condensation, en regardant simplement le facteur consommation, c'est-à-dire performance, hein, intrinsèquement, on peut dire aujourd'hui que les produits du marché font une économie de 30% par rapport aux solutions antérieures. Hein. Moi, c'est des chiffres que j'ai parce qu'on suit ces éléments-là. Donc, c'est une réalité. À usage constant, hein, c'est-à-dire que si une personne, évidemment, s'aperçoit que son produit est très performant et puis qu'il a beaucoup d'eau chaude, il va peut-être se mettre à consommer de l'eau chaude. Hein. Donc, ça, c'est un point important à périmètre constant. Mais 30% par an pendant 15 ans, ça commence à peser de façon importante. Et ça, je crois qu'il faut dépasser aujourd'hui la vision ponctuelle. Il faut avoir toujours une réflexion globale. Il est clair que le coût total de détention d'un produit sur sa durée de vie, ça nécessite une analyse sur le coût d'investissement, sur le coût de maintenance, sur le coût d'utilisation. Et donc ça complexifie en effet un peu la compréhension des utilisateurs, notamment particuliers. Bon, quand on parle à des bailleurs sociaux ou des institutionnels, ils ont cette capacité, cette mécanique d'analyser un investissement sur une durée de vie. C'est vrai, quand on parle aux particuliers, ça devient beaucoup plus compliqué d'intégrer cette dimension-là. D'où la nécessité d'avoir un travail pédagogique au niveau de l'État et d'aider éventuellement à l'investissement quand il n'y a pas les moyens de le faire, pour réduire le coût d'entrée sur ces technologies. Et puis après aussi d'avoir toute une pédagogie pour expliquer qu'un investissement peut être coûteux à un moment donné, sur 15 ans, ça peut finir par coûter moins cher. Maintenant, il ne faut peut-être pas rêver non plus. Ce n'est pas parce qu'on va réduire les consommations d'énergie que le coût d'un bâtiment va baisser dans ses usages et que le coût de l'énergie, en intégrant la charge de capital des équipements et les coûts de maintenance, va baisser. C'est-à-dire que si on raisonne à budget constant, on devrait avoir plus de technologies, moins de consommation d'énergie et des budgets à peu près les mêmes. Monsieur Bernard Rintaud, CFP. Parallèlement, le prix d'une chaudière à condensation a baissé de combien en 15 ans? Alors là, je vais vous dire, vous me posez une colle directement, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que... pourquoi je réponds comme ça? C'est que en fait, les chaudières à condensation ont commencé à réémerger à peu près vers 2005. Hein. C'était des solutions qui avaient été abandonnées parce que, à l'époque, lorsqu'elles avaient été lancées, il y avait des problèmes de fiabilité. Donc les industriels ont beaucoup travaillé sur ce genre de solutions pour en faire des produits fiables et ont mis sur le marché aujourd'hui vraiment des solutions qui techniquement sont fiables avec le recul de développement qu'ils ont fait. Donc on peut dire que aujourd'hui on assiste en fait à une augmentation en volume du nombre de chaudières à condensation, puisque ça représente par exemple sur le marché français 50% de nos réalisations. Et ce bénéfice, je dirais, volume, font baisser les coûts. Hein. C'est-à-dire qu'entre une chaudière de 2005 et puis une chaudière d'aujourd'hui, grosso modo, je pense qu'on a baissé à peu près les coûts mis sur le marché de 10%. Hein. C'est à peu près l'idée. Donc il y a une baisse de coûts avec une technologie sûrement, parce que la capacité de modulation des chaudières, c'est la capacité de s'adapter aux besoins en énergie utile du client final, et tout en gardant un niveau de rendement élevé, c'est un élément clé des chaudières d'aujourd'hui. C'est pour ça que le débat qu'on a parfois sur le bâtiment et sur la rénovation du bâtiment, où on dit avant de travailler sur le système, faites toute l'isolation et vous travaillerez le système après. Souvent, ça ne se fait pas, parce que le coût total de l'isolation, même si on peut le faire, le financer, il faut le faire. Mais néanmoins, ça ne doit pas empêcher le fait de travailler sur le système. Une chaudière que vous changez aujourd'hui, je ne fais pas la publicité de la chaudière, mais changer une chaudière aujourd'hui, une vieille chaudière, pas une chaudière récente, c'est abaisser de 25 à 35% la consommation d'énergie. Et même si vous isolez plus tard, parce que vous auriez les moyens de le faire,
le fait de baisser la demande énergétique, ça ne modifiera pas le rendement de cette chaudière parce que sa capacité de moduler et de s'adapter aux besoins en gardant un rendement constant permettra d'avoir toujours un matériel extrêmement performant. Petite remarque sur cette question de la baisse des prix, mais en 20 secondes. Les équipements du génie climatique, il ne faut jamais oublier que c'est un petit marché. J'insiste là-dessus. Malheureusement, les gens rénovent peu. Il y a un parc installé qui a des durées de vie à 20 ans. C'est-à-dire qu'une bonne année en chaudière domestique, il s'en fait 500 000. 500 000 pour la France, dont la moitié, soit 250 000 à condensation. Un peu moins d'ailleurs, on est plutôt à 47 ou 48%. Bon. Mais voilà, donc c'est des petits marchés. Donc, et surtout avec des gammes très longues, parce qu'il faut prévoir autant de variétés d'équipements qu'il y a de situations potentielles sur le terrain. Donc ça, c'est compliqué. Donc on a des lignes de fabrication qui sont très courtes sur des quantités globales qui sont faibles. C'est un petit marché. Ne jamais oublier ça. Alors si un jour la Renault part, je pense que le club de la maison de l'habitat va faire des bons de joie. Et si la Renault redémarre, là peut-être qu'on arrivera à en faire beaucoup plus. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc voilà. Les économies d'échelle, il faut aller les chercher là où on peut les trouver. Une dernière remarque, Emmanuel ? Pour compléter par rapport à cet aspect économique, vous avez dit les coûts sont finalement fixes si on regarde l'augmentation du coût de l'énergie, etc. Fixes par rapport à aujourd'hui, mais par contre inférieurs par rapport à ce que ce sera dans 10 ans si on ne cherche pas l'efficacité énergétique. Et ça, c'est... Je n'ai pas parlé de l'augmentation du prix de l'énergie, j'ai dit que il y aura le coût du système, le coût de l'énergie, enfin l'énergie utile dans une maison, et le coût d'investissement, devra prendre en compte le coût d'investissement, de la maintenance et de l'énergie résiduelle qu'on aura achetée. Et ce coût-là, ce budget, en fait, chauffage, énergie électrique et eau chaude, a forte chance de rester à peu près constant compte tenu des coûts. A priori, il est même plutôt inférieur si justement on prend en compte le coût de l'énergie, l'augmentation du coût de l'énergie. Et sur ces aspects, justement, je rebondis sur les aspects économiques justement du scénario négawatt, où la sobriété coûte rien en investissement. L'efficacité, c'est de l'investissement, certes, mais pour après des économies. Et on voit sur l'étude économique de l'emploi une augmentation du pouvoir d'achat au fur et à mesure grâce à ce gain en efficacité. Et le coût des renouvelables, on voit, diminue de plus en plus.